Vous avez reconnu le générique, Madame, Monsieur, bonsoir. Et c'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons ce soir, aussi nombreux que jamais à travers l'Afrique et la planète tout entière, pour être des fidèles devant votre écran, pour regarder avec une attention particulière votre émission Agripan, l'émission qui vous permet d'appeler, de composer les numéros qui vont s'afficher au bas de votre écran pour intervenir, pour apporter votre contribution. Agripan est donc un programme conçu et réalisé par l'Association citoyenne de défense des intérêts collectifs ARDIC en partenariat avec la Voie Agré, une initiative d'accompagnement des investisseurs dans le domaine agricole, facilitée bien évidemment par Afrique Média, votre télévision panafricaine. En exclusivité ce soir, les 40 mesures que propose le CRAC du président Bernard Djonga pour faire décoller le Cameroun, tout comme l'Afrique, à travers l'agriculture en 5 ans. Ce soir donc, nous allons avec vous décrypter, commenter, analyser toutes ces mesures qui vont assurément vous redonner espoir de croire en l'Afrique, de croire au Cameroun à travers l'agriculture. C'est donc une édition tout à fait spéciale pour vous permettre, à travers ces 40 mesures, de devenir demain quelqu'un, un homme, une femme qui a sa place au sein de la société. Avec donc ce projet du CRAC ce soir, la richesse ne sera plus réservée seulement à un clan. Et comme le dit si bien le président Bernard Djonga, tu seras riche toi aussi, car ton pays est riche, riche en ressources inexploitées et inégalement partagées. Ce programme économique basé sur l'agriculture tient compte de toi et vise à réduire la pauvreté au Cameroun de 60% au moins d'ici 5 ans. Le projet de Bernard Djonga, ingénieur agronome, est assez clair et nous amène à oser, à croire au Cameroun avec l'agriculture comme premier levier de l'économie. Son objectif, vous en doutez, est d'en finir avec la famine, la vie chère, en produisant abondamment, en créant du travail, de la richesse et du bien-être pour tous. Sa vision, faire du Cameroun une grande puissance agricole, un pays plus juste et au bénéfice de tous. Nous aurons bien évidemment l'agenda de Michel Zili qui interviendra dans quelques minutes. Mais vous pourriez également intervenir en direct pour poser des questions, pour davantage comprendre, et certains pour davantage faire comprendre en composant bien évidemment les numéros que vous connaissez, qui sont d'ailleurs très pratiques et qui vont au fur et à mesure défiler au bas de votre écran. Bernard Djonga, bonsoir. Bonsoir. J'ai plutôt dit président, bonsoir. Comme ça devient l'idée. Alors, parce que ce soir, c'est au-delà de l'ingénieur agronome que nous avons souvent l'habitude de recevoir, c'est maintenant le président du CRAC, une formation politique qui veut tout simplement dire croire au Cameroun. Tout à fait. Croire au Cameroun, étant donné le potentiel énorme que le Cameroun a, un potentiel sur le plan humain, sur le plan matériel, même sur le plan financier, sur le plan des ressources énormes. Donc je pense que rien qu'en croyant à notre pays, il y a la possibilité de pouvoir le faire décoller à travers le développement de son potentiel. Alors, et ce potentiel, semble-t-il, et vous l'avez souligné, à grande porte essentiellement sur l'agriculture. Non, pas seulement sur l'agriculture. Disons que le secteur agricole, c'est un des secteurs par rapport auxquels on a d'énormes potentiels. Mais il y a d'autres secteurs aussi par rapport auxquels on a de potentiel. Or, il s'avère que, de par la diversité du territoire camerounais, la possibilité de développement du secteur agricole est énorme. Ce qui fait qu'en s'appuyant sur ce potentiel, on a de fortes chances de pouvoir décoller. Nous allons revenir à vous dans quelques instants, Président. Le temps pour nous de vous faire suivre, regarder cet élément de Michel Zili, c'est l'agenda d'Agripan. En Algérie, les fermiers se plaignent des difficultés pour exporter leurs figues. Pourtant, en 2016, les figues sèches produites au nord du pays ont reçu le label Geographic Indication.
un label qui a donné aux figues algériennes de la reconnaissance et une protection sur les marchés locaux et internationaux. Parmi les exportations de fruits algériens, les figues sèches tiennent la 3e place après les agrumes et les dattes. Riches en sucre et en sel de calcium, les figues sèches constituent, avec l'huile d'olive, la base de la nourriture des populations de Kabylie. Entrés en concurrence avec la Turquie, l'Italie, la Grèce et l'Espagne, les producteurs algériens souhaitent un soutien de la part du gouvernement pour mieux écouler leurs produits hors des frontières nationales. Le nord de la Côte d'Ivoire fit face à une épidémie de peste porcine. Dans cette région, les autorités ont interdit la commercialisation et la consommation de viande de porc. La peste porcine est une maladie redoutée car dévastatrice. Après 10 jours d'incubation, la peau des porcs rougit, signe d'une hémorragie interne. Les animaux meurent ensuite en quelques jours. À ce jour, il n'existe ni médicaments ni vaccin contre la peste porcine africaine. Afin d'éviter la propagation de la maladie, la seule solution est ainsi d'abattre des troupeaux dans lesquels le virus a été identifié, puis d'incinérer les bêtes. Les éleveurs ivoiriens payent au prix fort la résurgence de cette maladie qui avait déjà fait des ravages en 1996, conduisant à l'abattage de près de 135 000 bêtes. Au Bénin, les exportations d'ananas vers l'Europe ont repris fin août, après 8 mois d'autosuspension. Les exportations d'ananas du Bénin vers l'Europe avaient été suspendues suite à des alertes de l'Union européenne sur le dépassement du taux d'étéphon, un pesticide qui accélère la coloration. Le gouvernement béninois avait alors interdit les expéditions de fruits colorés artificiellement. Les producteurs béninois font usage de ce produit afin de pouvoir vendre sur le marché européen où le consommateur pense souvent que si le produit est vert, il n'est pas mûr. Ce marché, qui ne représente que 2% des exportations, a été un coup dur pour les 13 sociétés exportatrices au Bénin. La Banque africaine de développement, à travers la Facilité africaine de l'eau et le mécanisme de financement de la préparation de projets d'infrastructure du NEPAD, 2 fonds spéciaux multidonateurs qu'elle héberge et administre, a approuvé le décaissement de près de 2 millions d'euros au profit de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, en abrégé CAC. À terme, ce projet qui implique 4 États d'Afrique centrale, à savoir le Cameroun, le Congo, le Gabon et la Guinée équatoriale, contribuera à renforcer l'intégration sous-régionale, à mettre en valeur les ressources en eau partagées et à accroître la disponibilité en énergie dans la région. Le projet profitera notamment aux populations riveraines des bassins de l'ordre de 25 313 926 habitants. Ils bénéficieront ainsi d'une gestion équitable, efficace et durable des ressources en eau. Le mois d'octobre aura été un mois des plus actifs pour la filière céréalière au Maroc. Lors des rencontres franco-marocaines des céréales organisées par France Export Céréales, plus de 350 participants ont répondu présents. Cela a été l'occasion de présenter la récolte 2017 du blé tendre de la France, qui compte déployer tous les efforts nécessaires pour retrouver son rang de premier fournisseur de blé du Royaume du Maroc. Parmi les temps forts de cette édition, il y a eu la signature de conventions entre France Export Céréales et l'Association nationale de valorisation de la boulangerie, de la pâtisserie pour la création de l'école de boulangerie-pâtisserie, établissement sous la tutelle de la Fédération nationale des minoteries du Maroc. Merci infiniment à vous, Michel Zili, pour cet agenda qui nous a permis d'être un tout petit peu édifiés sur ces événements qui ont eu lieu cette semaine et qui s'achèvent, d'autres qui sont encore en vue. Alors, on va tout de suite avec votre permission, chers téléspectateurs, parce que vous aurez également le temps de poser des questions pour davantage comprendre au président Bernard Diongan pour mieux comprendre ces 40 mesures qu'il propose donc ce soir. Et pour le faire, il vous suffit tout simplement de composer les numéros qui vont s'afficher dans quelques instants en bas de votre écran. Et vous pouvez donc directement poser votre question pour des éclairages, pour davantage comprendre
et aussi pour apporter des compléments d'information. Alors, Président Bernard Djonga, avant de revenir parler de ces 40 mesures pour faire décoller l'agriculture au Cameroun. Faire décoller le Cameroun, pas l'agriculture. Pour faire décoller le Cameroun, pas l'agriculture, en 5 ans. Alors, quelle est donc l'importance de l'agriculture dans le développement du Cameroun qu'on connaît aujourd'hui? Bon, ben, écoutez, d'ordinaire, l'agriculture a plusieurs fonctions. Je vais en citer les 3 principales fonctions. La première fonction, c'est nourrir les populations, nourrir les artisans, l'alimentation. Ça, c'est le rôle de l'agriculture. Deuxième fonction, l'agriculture occupée, donc c'est un métier. Ça occupe une partie importante de nos populations. Troisième fonction, ça produit les devises. Donc, à travers le secteur agricole, on obtient les moyens qui puissent nous permettre de construire les hôpitaux, qui puissent nous permettre de construire les routes, qui puissent nous permettre de faire plusieurs autres choses. Alors, si je ne m'arrête qu'à ces 3 mesures, je prends la première, qui est nourrir les populations. Alors, vous allez être d'avis avec moi qu'il est anormal que riche du potentiel dont le Cameroun est nanti, on ne mange pas à sa faim au Cameroun. Donc, en matière de nourrir les populations, on réalise que l'agriculture n'assume pas cette fonction. Mais ce n'est pas de la responsabilité de l'agriculture, non, mais de la responsabilité de ceux qui ont la charge de faire fructifier l'agriculture. Donc, au Cameroun, on trouve encore beaucoup de gens qui vivent à travers les crédits auprès du boutiquier du quartier. On trouve encore beaucoup de gens qui n'ont qu'un repas par jour. On trouve encore beaucoup de gens qui mangent, mais qui ne mangent pas bien. Parce qu'il y a manger et il y a aussi la manière de pouvoir manger. Alors, donc, l'agriculture, par rapport à cette fonction, elle est défaillante. Prenons la seconde fonction qui est un métier. Vous allez réaliser que dans un pays comme le nôtre, riche de ce potentiel, l'agriculture n'occupe pas la place qu'elle méritait. Parce que, voyez-vous, s'il faut jeter un coup d'œil sur l'état des lieux de notre pays, vu sous l'angle agricole, avec votre permission, je vais vous faire remarquer que sur les 23 millions d'habitants que compte le Cameroun aujourd'hui, on a à peu près 52% qui vivent en milieu rural. De ces 52% qui vivent en milieu rural, on a près de ceux qui produisent, on a près de 95% qui sont des petits producteurs. Et ces petits producteurs, tenez-vous bien, fournissent 90% de ce qui est culture vivrière sur nos marchés, donc les produits vivriers sur nos marchés. Et quand vous réalisez que 70% de nos populations vivent de l'agriculture, vous comprenez donc qu'en principe, cette agriculture devrait occuper une place centrale en termes de métier. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Il en est de sa contribution au PIB qui caracole aujourd'hui autour d'un tiers. Là, encore une fois de plus, on avait les possibilités de pouvoir l'élever encore plus loin. Malheureusement, tel n'est pas le cas. C'est pour vous faire remarquer que dans ces différentes fonctions, j'en ai cité 3, l'agriculture chez nous ne nous permet pas d'obtenir le meilleur de ce qu'elle pouvait nous fournir. Merci infiniment, Président Bernard Djonga. Vous voyez à peine commencer, le standard crépite. Alors, nous allons prendre M. Demba Traoré qui nous appelle depuis Kai au Mali. Bonsoir et bienvenue. Je ne comprends pas. Voilà, quelques petits soucis avec Demba Traoré que nous aurons dans quelques secondes. Voilà. Allô, Demba? Voilà, on va prendre un autre appelant. Bonsoir, vous déclinez votre identité et puis vous contribuez. Allô. Allô, bonsoir. C'est Cyril. Bonsoir, Cyril. Oui, bonsoir, bonsoir. Vous êtes à l'antenne, nous écoutons. Ok. Je suis à l'antenne déjà. Oui, déjà. Ok. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir, Roger. Bonsoir, Okay, allez-y, nous écoutons. J'aimerais intervenir ce soir. Je vais dire déjà bien les choses à monsieur le président et surtout beaucoup de courage pour le projet qu'il entreprend pour l'agriculture pour les 5 ans à venir. La question que j'aimerais poser au président, est-ce qu'il est possible que l'agriculture camerounaise s'en passe
des produits chimiques, parce que nous avons constaté la recrudescence de ces produits qui, ma foi, tuent nos sols au fil du temps. Merci. Voilà, merci Cyril. La question donc a été notée et nous allons poursuivre avant d'aller du côté du standard. Alors, on va aller au fur et à mesure pour ne pas perdre nos téléspectateurs parce que si vous voulez aujourd'hui... Voilà. Nous allons donc revenir sur la question de Cyril bien avant pour ne pas... la méthodologie, vous souhaitez que l'on réponde directement? Non, je pense... Il faut présenter les mesures. Il faut quand même qu'on aborde les mesures avant que les questions ne viennent, parce que certaines questions trouvent leur réponse dans directement. Les mesures. Ok. Alors, Cyril va donc prendre son mesures. mal en patience. Alors, revenons-en maintenant à ces 40 mesures que vous proposez pour faire décoller le Cameroun à travers l'agriculture dans les 5 prochaines années. Je voudrais qu'on commence par cette réorganisation que vous souhaitez. Comment l'entrevoyez-vous? On sait que le Cameroun est constitué de 10 régions, mais vous avez votre manière à vous de réorganiser le Cameroun pour que l'administration soit véritablement au service du projet et des citoyens. Écoutez, je pense qu'il faut le dire clair et net. L'agriculture est le pilier du développement du Cameroun. Donc, dans le projet que nous proposons, l'agriculture, c'est le prisme à travers lequel il faut voir tous les autres secteurs. Alors, ce faisant, comme je l'ai dit tantôt, nous avons un riche potentiel naturel dans le domaine agricole. Sur les 6 zones agroécologiques qui existent dans le monde entier, le Cameroun en compte 5. Là, je parle de zones agroécologiques. Nous avons la zone soudano-sahélienne, nous avons la zone des hauts plateaux, nous avons la zone des hautes altitudes, nous avons la zone forestière et nous avons la zone côtière. Ça fait 5 zones. Alors, puisque l'agriculture, c'est le prisme à travers lequel nous entrevoyons tous les autres secteurs du développement du Cameroun, pourquoi ne pas donc envisager la réorganisation du Cameroun en fonction de ces 5 zones agroécologiques? Donc, c'est tombé comme une évidence. Il faut qu'on se comprenne très bien. Donc, le fait de mettre l'agriculture devant et le fait de savoir que nous avons 5 zones agroécologiques nous donne la lassitude de pouvoir réorganiser le Cameroun en fonction de cette diversité agroécologique. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est qu'il s'avère qu'en réorganisant le Cameroun à travers les zones agroécologiques, on le fait aussi de manière indirecte dans sa structuration en zone socio-culturelle. Parce que, si vous permettez que je l'explique, quand on parle de 5 zones, de quelle zone s'agit-il? Nous avons la région soudano-sahélienne, qui regroupe les 2 provinces aujourd'hui dites province de l'extrême nord, région de l'extrême nord et région du nord. Ça devient une seule région, la région soudano-sahélienne. Nous avons la région de l'Adamawa, qui reste la zone des hautes altitudes. Ça fait une région. Nous avons la région des hautes altitudes qui regroupe la région du sud-ouest, du nord-ouest et la région de l'ouest. Nous avons la zone côtière, donc la région côtière qui regroupe la région du sud-ouest et la région du littoral et une partie de la région du centre. Maintenant, il nous reste la région forestière qui regroupe la région de l'est, du sud et une partie du centre. Ça donne les 5 régions que nous proposons pour la réorganisation du Cameroun. Et ces régions, comme je l'ai déjà dit, avec la diversité agroécologique. Donc, quand on parle de agroécologique, il faut que j'en dise un mot. On parle de l'adaptabilité des cultures dans ces zones. Je vous donne l'exemple du cacao. Le cacao, on le sait, pousse allègrement en zone forestière et une partie de la zone côtière. Donc, la plante de cacao est adaptée à ces zones-là. On ne peut pas envisager de planter le cacao dans la zone soudano-sahélienne. Ça veut dire qu'agroécologiquement, le cacao correspond à la zone forestière. Et c'est ainsi pour toutes les plantes. Ça, c'est l'explication de ce qu'on appelle zone agroécologique. Et si je vais plus loin, parce qu'il faudrait qu'on se comprenne. Imaginez aujourd'hui qu'on veut sur le plan national mener une action au bénéfice des femmes. Alors, je veux vous faire remarquer, ce n'est pas moi qui le dis,
Mais vous remarquerez que la femme de la zone sahélienne a des préoccupations qui sont différentes de la femme de la zone forestière. Et vous voyez que même sur le plan des préoccupations, vous le verrez dans le domaine de l'éducation, vous le verrez dans le domaine de la santé, ce découpage dessine un peu un contexte dans lequel on peut résoudre le problème et améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Donc ça fait un second avantage qu'on a en dehors de l'aspect agricole et en dehors de l'aspect agroécologique. Alors là, c'est une grande innovation au moment où au Cameroun, on parle de fédéralisme, de décentralisation. Alors à quel niveau vous vous situez? Bon, écoutez, je vais vous faire remarquer que nous avons proposé cette division avant qu'on ne parle de fédéralisme tel qu'on en fait aujourd'hui. La problématique à travers laquelle on pose le problème de fédéralisme, on ne l'a pas vu avant dans notre division. Mais il s'avère que quand vous prenez la région côtière, vous voyez que de manière naturelle, la région du sud-ouest qui est anglophone s'allie facilement avec la région du littoral qui est francophone. Donc, la préoccupation linguistique n'est pas mise en avant. C'est plus la préoccupation naturelle. C'est la même chose pour la zone des hautes altitudes. Vous voyez que de manière naturelle, la région du nord-ouest s'allie avec la région de l'ouest. Et si vous prenez du recul, vous allez voir que sur le plan socio-culturel, ces deux régions qui sont alliées dans la zone agroécologique ont énormément de similitudes sur le plan socio-culturel. Mais prenez les populations du nord-ouest et ceux de l'ouest, il ne vous apprend rien. Sur le plan traditionnel, sur le plan traditionnel et autres. Prenez les populations du sud-ouest et ceux du littoral. Vous voyez que de manière naturelle, nous avons hérité d'une organisation qu'il nous fallait simplement adopter pour résoudre un certain nombre de problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Il faut le reconnaître. Donc, le problème que vous posez aujourd'hui, nous ne l'avons même pas vu quand nous pensions de la réorganisation du Cameroun. Nous avions mis en avant la préoccupation agroécologique, puisque je vous ai dit, l'agriculture devient le prisme à travers lequel on voit tous les autres secteurs, que ce soit la diplomatie, que ce soit la défense, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, etc. J'insiste là-dessus, sur cet élément, pour attirer votre attention. Alors là, ce qui voudrait tout simplement dire qu'il y a une nécessité pour vous de choisir un modèle parce que vous voulez à tout prix, à travers ce modèle, développer le Cameroun. Mais non, il n'est pas question de choisir un modèle. Il est question d'être réaliste. Nous avons une réalité qui est la nôtre. Je vous l'ai dit. Alors, si nous voulons asseoir notre richesse, notre développement économique sur notre richesse naturelle, il est tout à fait normal que nous essayons de mettre en avant la diversité que nous avons aujourd'hui en termes de zones agroécologiques. De donner l'opportunité à chaque région de développer le potentiel qu'elle a. Quand vous voyez la région de l'Est, par exemple, la région de l'Est est riche en bois. Mais imaginez ce qu'on peut faire du bois dans cette région de l'Est. Moi, par moment, je rêve d'une région de l'Est où on installe une université de transformation du bois. Parce que c'est une région de cette région. On aurait, en très peu de temps, nos jeunes qui sont spécialisés dans la transformation du bois. Ça, c'est sur le plan artistique. Mais ne perdons pas ça de vue. On n'importerait plus les meubles comme on le fait aujourd'hui. Nous avons fait une étude, il faut que je vous le dise. Dans l'administration camerounaise, chaque année, on importe environ pour 19 milliards de francs des meubles dans les bureaux. Dans ces bureaux que vous voyez. Imaginez qu'on dise qu'on n'importe plus du bois. Parce qu'on a créé une école de transformation du bois à l'Est. Vous voyez que de manière directe, non seulement on économise en termes de devises 19 milliards de francs, mais on crée de l'emploi et de la jeunesse et on crée de la richesse sur la base du potentiel de cette région. Et vous allez voir que le meilleur bois qui sort de cette région, ça alimente tout le reste du Cameroun. Puisque ce bois, les meubles, vous allez trouver dans les bureaux à Garoua, dans les bureaux à Bafoussam ou encore dans les bureaux à Douala. C'est la même chose. Il est connu aujourd'hui que dans les zones de haute altitude, comme par exemple la région des hautes altitudes, je vous l'ai défini tout à l'heure, les pommes de terre peuvent pousser, les cerises peuvent pousser. Et c'est ça la spécificité agroécologique. Alors, si on met en place un système de production de pommes de France, par exemple, et de pommes de terre, et même de cerises, vous allez voir que petit à petit, les pommes que nous importons à l'heure actuelle, on ne doit plus les importer. On aura développé ce potentiel agroécologique qu'il y a dans cette région, et les pommes produites dans cette région-là, et les cerises produites dans cette région, alimenteront les bouches des Camerounais qu'il y a dans la région de l'extrême nord ou bien dans la région forestière. Donc, il y a ce potentiel que nous avons de manière naturelle. Donc,
Je vous prie de ne pas nous demander pourquoi cette division. La nature nous l'a donnée. Donc, il est simplement question pour nous aujourd'hui de faire en sorte que chaque région se développe à travers son potentiel naturel. Je dis bien chaque région et son potentiel naturel. Quand chaque région se sera développée à travers son potentiel naturel, on mettra donc en place le jeu de partage entre les régions, ce qui fait que là, on voit le pays se mettre debout. La richesse des hautes altitudes vient alimenter les populations de la zone forestière et en même temps les populations de l'extrême nord. Je ne vous dis pas, la région soudano-sahélienne, telle que je l'ai définie dans les 5 régions, ça sera curieusement la zone la plus riche en termes de production agricole au Cameroun. Mais vous ne le saviez pas. Si je vous énumère le nombre de cultures qu'on peut produire dans cette région, vous ne pouvez pas imaginer. Donc, il est essentiellement question pour nous de valoriser le potentiel naturel que nous avons la chance d'avoir. Je ne sais pas si vous voyagez souvent en Afrique de l'Ouest, j'y vais très souvent, mais j'ai honte. Les gens de l'Afrique de l'Ouest se moquent de nous. Mais ils disent que le Cameroun est tellement riche, ils ne comprennent pas pourquoi ce pays est pauvre. Et ils ont raison. Imaginez le potentiel que nous avons, la diversité que nous avons. Il est question de pouvoir les valoriser. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Alors là, on nous a demandé à nos téléspectateurs de nous donner juste quelques petites minutes de temps pour le président d'évacuer ces quelques mesures fortes avant de commencer à poser des questions, surtout à vous, M. Makongo. Soyez un tout petit patient. Alors, il est question également, président Bernard Tsonga, de reformuler l'accompagnement des producteurs parce que s'il va falloir, bien évidemment, que le Cameroun décolle sur le plan agricole dans les 5 prochaines années, il faut quand même que les acteurs, ceux-là même qui sont à la base, soient davantage mieux accompagnés. Mais tout à fait. Bon, écoutez, regardons la réalité. Aujourd'hui, quand on voit l'accompagnement agricole, on voit des ingénieurs agronomes. Mais qui, pour la plupart, occupent des fonctions qui ne leur permettent pas de mettre en pratique l'enseignement qu'ils ont tiré à l'école. Certains sont même des gestionnaires de projets. Alors, quand on parle de reformuler, alors il est essentiellement question, dans ce que nous proposons, il faut réduire à la plus infime expression la place des fonctionnaires dans l'accompagnement agricole. Et ce faisant, on facilite la création des bureaux d'expertise privés, mais qui sont formés par des Camerounais qui accompagnent et qui assurent un certain nombre de fonctions d'accompagnement des agriculteurs. Qu'on se comprenne très bien. En le faisant, premièrement, nous avons la possibilité de signer avec ces bureaux d'expertise ce que nous appelons les contrats de performance. C'est-à-dire qu'ils doivent rendre compte du travail qu'ils ont fait et du salaire qu'ils ont reçu. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, nous devons accélérer l'occupation de nos jeunes. En facilitant la création des bureaux d'expertise, nous poussons nos jeunes à se spécialiser dans les métiers. Ça nous permet de réduire le taux de chômage. Troisièmement, nous avons besoin de performance. Performance dans l'accompagnement entraîne performance dans la production, entraîne performance dans la productivité. Et vous voyez que de manière indirecte, en mettant l'œil sur la qualité de l'accompagnement des producteurs, nous obtenons en retour l'accroissement des productions. C'est ce que nous proposons. Et ce faisant, nous le disons clair et net, un ingénieur agronome n'a pas le droit de se retrouver là où on gère de l'argent. Il doit se retrouver là où on accompagne, où il met en pratique ses connaissances. Allez voir aujourd'hui au niveau du ministère de l'Agriculture au Cameroun. Vous avez des ingénieurs agronomes qui sont devenus des gestionnaires de projets. Je ne vous apprends absolument rien. Mais non, on a d'autres Camerounais qui ont été formés pour pouvoir gérer les projets, pour pouvoir toucher à de l'argent. Mais laissons ces gens-là pouvoir gérer. Parce qu'il sera plus facile d'amener ceux qui ont été formés pour gérer à rendre compte de leur gestion et d'amener ceux qui ont été formés pour accompagner les producteurs à rendre compte de leur accompagnement des producteurs. Si nous disons que nous voulons promouvoir l'agriculture biologique au Cameroun, ce n'est pas avec les gestionnaires de France CFA qu'on va aller poser ce problème. C'est avec les ingénieurs agronomes. On leur donne cette mission. Il sera plus facile de les évaluer en fonction de cet objectif technique que ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc, dans le système d'accompagnement actuel, nous avons de l'à peu près à tous les niveaux. Et c'est un des problèmes que vous ne pouvez pas imaginer et que je ne peux pas énumérer entièrement ici. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui au Cameroun, 65% des pesticides qui sont servis aux paysans en milieu rural sont des pesticides qui sont désuets. J'étais l'autre jour en Belgique. Le DDT, ça n'existe pas en Europe depuis aujourd'hui 25 ans. Mais on en trouve au Cameroun.
Je ne sais pas si vous réalisez. Donc c'est pour vous dire qu'il manque de rigueur parce qu'en matière d'accompagnement, nous n'avons pas mis en place des jalons sur lesquels on peut accompagner de manière efficace et on peut évaluer de manière efficace. Et tout cela, vous allez mettre en pratique dans toutes ces mesures pour permettre quand même de former tous ces planteurs sur la qualité des pesticides qu'il faut utiliser. Mais bien évidemment. Mais bien évidemment. Et là, je pense que les mesures, bon, vous les prenez comme vous les voulez. On pouvait aussi aller mesure par mesure. On va aller mais mesure par mesure. Tenez-vous bien. Le maître mot de 40 mesures, il y a trois. Trois maîtres mots de 40 mesures dont on parle. Il y a l'efficacité. Il y a l'objectivité. Et il y a le désintéressement. Parce que ne perdons pas de vue. Une des mesures que nous portons sur nos épaules parmi les 40 mesures, c'est la lutte contre la corruption. Mais comment vous faites pour lutter contre la corruption dans un contexte où les choses ne sont pas clarifiées? Parce que c'est à travers le flou que la corruption s'installe et que la corruption est plus difficile à pouvoir combattre. Alors, dans la spécialisation telle que je vous l'ai évoquée à l'heure actuelle, nous évoluons vers un stade où on va amener les bénéficiaires des actions à être eux-mêmes évaluateurs de ces actions. Et vous avez sauté peut-être cette mesure, qui est la décentralisation. Parce que nous avons une forte volonté de faire en sorte que les collectivités locales soient en première ligne dans l'accompagnement des actions qui doivent être menées au bénéfice des populations de leur collectivité. Et ça, c'est les éléments d'organisation que nous pensons mettre en place à travers lesquels nous pouvons résoudre un certain nombre de problèmes concernant la production dans notre pays. Alors, vous parlez tout à l'heure de reformuler l'accompagnement des producteurs, mais il va falloir les ficher, il faut les connaître, il faut les recenser. C'est automatique. Je vais vous raconter une histoire. J'étais en Chine. 350 millions de petits producteurs. Chacun des 350 millions, je dis bien millions, avait son carnet. Dans le carnet du petit producteur, on sait ce dont il a besoin. On sait ce dont il n'a pas besoin. Donc, s'il faut l'accompagner à la veille de la campagne agricole, on ne lui donne pas ce qu'il a déjà. On sait lui donner ce qui lui manque. On est sûr d'obtenir une production meilleure avec une productivité meilleure. Mais au Cameroun, nous avons 4 millions de petits producteurs. En Chine, c'était 350 millions. Nous avons 4 millions de petits producteurs au Cameroun. Mais dites-moi pourquoi chaque petit producteur ne peut pas avoir son carnet. Le paysan qui se trouve en Ngomendouka, il y a des choses que vous ne connaissez pas, mais qui sont lamentables. Est-ce que vous savez qu'en veille de campagne agricole au Cameroun, vous avez 65% de petits producteurs qui n'ont pas de semences? Que ce soit maïs, que ce soit arachide, que ce soit macabo, que ce soit patate, que ce soit manioc, ils n'ont pas de semences. Est-ce que vous savez ça? Et pourtant, on attend le produit sur le marché. Si chaque petit producteur avait son carnet, on saura que dans la région de Ngolmedouka, pour ce qui concerne le manioc, le bananier plantain, le maïs arachide, voici la quantité de semences qu'il faut envoyer dans cette région-là. On va le faire sans aucun problème parce qu'on a mis en place un système qui fait que la collectivité locale de cette région gère les activités de développement de cette région. Donc on envoie au niveau de la collectivité locale. C'est la collectivité locale qui gère le fichier. Chaque paysan reçoit ce dont il a besoin. Et dites-moi, est-ce que c'est compliqué? Ce n'est absolument pas compliqué et c'est faisable, mais je n'ai pas fini. De là, nous avons la chance aujourd'hui. J'étais très heureux dernièrement à Yaoundé parce que j'ai visité les gens qui font dans les informatiques, ils font la programmation. Mais dites-moi pourquoi on ne peut pas avoir au Cameroun ce qu'on peut appeler le fichier des producteurs. Nous sommes 22 millions. Et les 22 millions ne sont pas des producteurs. Dans les 22 millions, je vous ai dit, il y a 4 millions de petits producteurs. De telle sorte qu'on dit, si vous tapez la main, vous cliquez. Quelles sont les femmes qui font dans le manioc, dans la région forestière? Vous avez le nombre de femmes. Parce que le fichier est là. L'informatique, on nous l'a donné. Nos jeunes sont là. L'informatique, l'Internet, avec des nous avons tout. Qui sont là. Je dis bien, nous avons tout aujourd'hui pour tout informatiser chez nous. Mais pourquoi on ne le fait pas? Je ne sais pas si vous comprenez. On tâtonne. Ça, c'est du passé. Donc, quand vous entendez parler de fichier du producteur, c'est quelque chose qui nous permet d'avoir des données qui sont fiables, qui puissent nous permettre de planifier de manière fiable et qui puissent nous permettre de repartir nos richesses aussi de manière équitable. Parce que je ne comprends pas pourquoi. Alors là, lui, Roger, je veux vous amuser. Est-ce que vous savez, le Cameroun a aujourd'hui 300 000 fonctionnaires. Je dis le Cameroun, 300 000 fonctionnaires.
Le salaire qu'on verse à ces 300 000 fonctionnaires chaque année, c'est 1000 milliards, 1200 milliards. C'est-à-dire le 1/3 du budget du Cameroun. C'est les 300 000 fonctionnaires. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, on a 4 millions de petits producteurs. Ils ne reçoivent rien. Est-ce que c'est normal? C'est pour vous dire qu'en mettant sur place des fichiers, nous avons des éléments qui peuvent nous permettre de repartir équitablement la richesse de notre pays et de faire en sorte que ce soit un développement qui soit inclusif. Quand je parle de développement inclusif, c'est un développement qui prend en compte hommes et femmes, jeunes et vieux, c'est-à-dire qui ne laisse personne en bordure de la route. Mais c'est normal, c'est légitime. Et c'est des choses qui se feront très facilement dans le cadre de la répartition du Cameroun en 5 grandes zones, comme nous avons parlé tantôt. Et là, ça relance aussi véritablement l'économie numérique dont on parle au Cameroun. Attends, vous parlez de l'économie numérique, mais parlons de l'agriculture numérique. Parlons de la numérisation dans l'agriculture. Est-ce que vous savez, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Puisque cette technologie existe, puisque nous avons nos enfants qui sont formés, qui sont spécialisés dans cette technologie, dans ce savoir-faire, mais pourquoi nous ne la mettons pas en application? Mais c'est de ça qu'il s'agit. Les TIC dont on parle. Mais vous pensez qu'on ne serait pas heureux de voir que dans un village, lorsque vous avez un problème avec de pucerons sur votre champ de tomates, vous sortez votre téléphone, vous tapez, je ne sais pas, à une adresse, vous avez la réponse, vous traitez votre truc dans le champ. Ça nous facilite la tâche. Mais on a ces possibilités. Je pense qu'il faudrait qu'on entre dans l'ère de la numérisation en essayant de l'adapter à notre réalité. Je le dis bien, en l'adaptant à notre réalité. Vous allez voir, bon, lui, Roger, vous riez. Parce que dans ce que nous proposons concernant l'éducation, mais tenez-vous tranquille, il est inadmissible que dans des écoles aujourd'hui en milieu rural, il n'y ait pas de livres. Qu'il n'y ait même pas Internet dans des écoles. C'est des choses qui devraient être automatiques. Même dans certaines villes, dans les villes, les écoles devraient avoir de manière automatique des réseaux, tout ce que vous pouvez imaginer en termes d'Internet. Malheureusement, on n'en est pas encore et pourtant les facilités sont là. C'est pour vous dire que les 40 mesures dont on parle, quand on les prend mesure par mesure, mais sur ces aspects, c'est une révolution, mais une révolution extrêmement douce parce que c'est faisable. Quand on vous dit qu'en 5 ans, on fait décoller le Cameroun à travers l'agriculture avec ces 40 mesures, mais ce n'est même pas un rêve, puisque c'est faisable. C'est quand nous aurons fait décoller le Cameroun que nous allons commencer à rêver, donc à placer la barre haut. Voilà. Nous allons poursuivre avec vous, même comme ils sont là nombreux, les téléspectateurs qui voudraient intervenir, on va peut-être leur demander un tout petit peu d'attendre une dizaine de minutes. Alors, je voudrais qu'on revienne sur un certain nombre de mesures. Vous parlez d'aménager les régions au milieu des projets. On a déjà survolé un tout petit peu, mais je voudrais savoir que vous nous expliquiez ce que veut dire CPEF, BP, TAA. Mais on n'a pas survolé, on n'a pas survolé. Mais c'est des mesures qui sont d'une de ses forces. Alors, voyez-vous, quand vous prenez Mengeme, c'est dans le sud. Non, c'est dans le centre. Mengeme et Ngomzap. Vous avez environ 25 km. Si vous faites 25 km à la ronde, vous allez voir qu'il y a des paysans isolés, ça et là, dans les 25 km. Des paysans qui sont coupés du reste du monde. Et c'est la réalité. C'est notre réalité que nous voulons assumer. Alors, nous disons ceci. Dans cette circonférence de 25 km au carré, nous plaçons ce qu'on appelle un pôle ou bien un centre de promotion des exploitations familiales. Alors, qu'est-ce qu'on entend par centre de promotion? C'est un centre où on aura un magasin où il y a les intrants agricoles. Tous ces paysans isolés, on leur ramène les intrants agricoles à proximité. Les cases sont petites. S'ils produisent plus, ils n'ont pas où conserver. Dans ce centre, nous créons des aires de séchage et des magasins de stockage. On les accompagne. Si eux, ils faisaient un demi-hectare de maïs, on les amène à faire 1 hectare. On sait que quand ils auront fait 1 hectare de maïs, le surplus du maïs, ils ne peuvent pas très bien le conserver. On les ramène sur l'aire de séchage qu'il y a dans le centre. On le sèche, on le stocke. Puisqu'on a les animateurs pour les accompagner, ce qui est tout à fait légitime, ce maïs qui sera stocké sera renvoyé sur le marché et vendu au bénéfice de ces producteurs. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça, c'est une des fonctions de ces centres. Ces centres seront aussi ce que nous appelons les espaces pépinières pour pouvoir faciliter la présence des intrants. Je vous fais remarquer, à travers ces centres, on amène les paysans qui étaient isolés à faire ce qu'on appelle le gain
en faisant ce qu'on appelle le gain sur l'économie d'échelle. C'est-à-dire, en amassant leur production à un endroit, ils le vendent facilement et ils gagnent plus. Mais en amassant leurs produits à un même endroit, on les amène à comprendre qu'ils peuvent s'associer pour gagner plus. Voilà le début de la coopérative. Donc, on amène ces régions où les paysans étaient isolés avec une démarche très très souple à comprendre qu'il leur faut être ensemble pour gagner plus et pour produire plus. Lorsque la coopérative aura pris sa forme, on ferme le centre, on donne les clés à la coopérative des paysans et on peut aller ailleurs. Voilà la naissance d'une coopérative. Ça, c'est ce que nous avons appelé les centres de promotion des exploitations familiales. Et je vous ai expliqué, ça, il y a beaucoup de régions au Cameroun où les paysans sont isolés. Dans ces régions-là, nous allons faciliter la mise en place des centres d'accompagnement, des centres de promotion des exploitations familiales. Donc vous avez compris ce qu'on appelle pôle de promotion. Je vais plus loin. Maintenant, les bassins de production. Prenons le cas de l'Ignam et puis le cas de Ombessa. Ombessa, c'est un bassin où on peut produire autant d'Ignam qu'on veut. On fait de Ombessa un bassin de production des Ignam. Puisqu'on a fait de Ombessa un bassin de production des Ignam, j'attire ton attention, lui, Roger. Parce que pour le maïs, on a les bassins de production du maïs, bassin de production de la patate, etc. Mais restons sur Ombessa. Comme on a fait de Ombessa un bassin de production des ignames, très rapidement, on installe un centre de recherche sur les ignames à Ombessa. Ce centre aura pour vocation de travailler sur l'itinéraire technique, de travailler sur la transformation et la commercialisation des ignames, surtout la transformation. Si vous faites la farine d'igname, il faut le faire, parce que l'igname ne se mange pas qu'en tubercule. Il faut aussi faire la promotion des ignames. Et pour une fois, sur le marché de Yaoundé, au lieu de voir les grands panneaux publicitaires qui ne nous présentent que des spaghettis, on aura des grands panneaux publicitaires où on présente aussi l'igname d'Ombessa, sous forme de pâtes et autres. Ce sera la recherche locale. Ça, c'est un bassin de production. On verra à ce qu'il y ait les routes à Ombessa pour faciliter la production des ignames, qu'il y ait de l'eau pour irriguer la production, parce qu'il faudrait qu'on intensifie la production et qu'il y ait aussi de l'énergie. Et vous verrez que, d'une manière indirecte, avec les écoles et les cases de santé, on améliore les conditions de vie des populations dans ce bassin de production. Au Cameroun, il y a beaucoup de zones où on créera les bassins de production. Je passe sur le bassin de production. On est sur l'aménagement du territoire. Troisième élément, nous avons appelé ça les terres agricoles. Vous êtes à Douala. Vous savez ce qu'on appelle MAETU, mission d'aménagement des terrains urbains. Mais nous proposons que dans les zones, je prends le cas de l'Adamawa par exemple, la région de l'Adamawa, où il y a les vastes terres qui ne sont pas exploitées, qu'on crée d'abord une MAETU rurale, c'est-à-dire mission d'aménagement des terrains ruraux, alors, qui aménage les terres, comme vous voyez en ville, c'est les lots. Alors, on aura donc des terres aménagées de 50 hectares, de 100 hectares et de 150 hectares. Pourquoi pas 500 hectares? Quand on parle aménagement, c'est des terres où on aura fait la route, on aura fait les ponts, on aura apporté de l'eau, d'irrigation et de l'eau à boire, on aura apporté de l'énergie. Et on les met en location à ceux du Cameroun. Nous avons plein de jeunes dans la diaspora qui veulent se lancer dans l'agriculture. Ils s'inscrivent à la MAETU, on leur donne déjà un espace de 50 hectares aménagé, très bien aménagé. Et voilà, le dit Roger, nous avons mis en place Labo Agri. Et Labo Agri maintenant va bomber son torse parce que Labo Agri accompagnera ces jeunes à implanter leurs exploitations. Voilà ce que nous appelons les terres agricoles aménagées. C'est ça ce que vous avez lu comme aménagement du territoire. Alors, vous avez un projet très ambitieux et c'est beaucoup de conviction. Mais non, lui, Roger, je n'accepte pas ça. On a un projet qui est réaliste. Nous avons la chance que ce projet, en étant réaliste, il est facile. Parce que moi qui vous parle, je ne sais pas, je vous dis bien, en 5 ans, on fait décoller le Cameroun. Peut-être que je n'ai pas bien précisé. Quand on dit faire décoller le Cameroun, il faut qu'on en dise un mot. Le Cameroun a aujourd'hui, tenez-vous bien, 40% de pauvres. De ces 40% de pauvres au Cameroun, il y a 60% qui vivent en milieu rural. Nous allons réduire ça des 2/3. C'est-à-dire le nombre de pauvres. Venez voir l'éducation. Mais regardez dans quelles conditions nous... C'est-à-dire, tous ces éléments socio-culturels, c'est sur ça que nous faisons décoller le Cameroun. Je disais l'autre jour à quelqu'un, c'était à un paysan. J'ai dit à ce paysan, tel que le projet du CRAF se présente à l'heure actuelle et qui se base sur la réalité. Mon cher ami, on arrive dans votre village, on vous dit, vous fermez les yeux. Vous fermez vos yeux comme ça. Vous allez les ouvrir après 5 ans. Quand vous les ouvrez,
vous allez croire que vous allez fuir. Parce que votre village, il y aura la route, mais il y aura des écoles. Mais les gens, il fera beau vivre. Parce qu'on a révolutionné votre village à travers la production. C'est faisable. C'est faisable. C'est faisable, président Bernard Tongan, et on sait que vous êtes ingénieur agronome, c'est depuis 30 ans que vous êtes sur le terrain, et on peut comprendre cet engagement et cette détermination. Mais je voudrais qu'on revienne un peu sur un autre volet de ces 40 mesures, c'est la subvention à la production. Non, subvention sous forme de prime à la production. Oh, mais ça, c'est la révolution. Alors, je précise ici que les mesures que nous proposons, c'est des mesures qui sont tirées de l'observation que nous avons faite sur 35 ans de l'ensemble des projets de développement qui sont initiés au Cameroun et dans la plupart des pays africains, puisqu'ils travaillent en Afrique de l'Ouest très souvent. Donc, quand on parle de prime à la production, subvention sous forme de prime à la production, c'est simple comme bonjour. On arrive dans un village, j'ai pris le cas de Lignam, aujourd'hui à Ombessa. On dit à Ombessa, on dit, écoutez, si un paysan met en place 1 hectare d'igname, on sait que la mise en place d'un hectare d'igname, il faut que vous le sachiez, on tourne autour de 1 200 000 le coût de production. On dit donc aux gens, si vous mettez en place un hectare d'igname, vous avez une subvention sous forme de prime de 550 000. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous vous débrouillez pour mettre en place l'hectare d'igname. Le jour où vous récoltez et qu'il est acté que vous avez récolté votre igname, c'est-à-dire en obtenant environ, soyons modestes, 25 tonnes à l'hectare, vous bénéficiez de 550 000 francs CFA. Cadeau. Et cash. Qu'on s'entende très bien. Sans même commencer la vente, sans même... Non, la vente, c'est votre problème. C'est-à-dire, on vous donne la prime sous forme, on vous donne la subvention sous forme de prime, cash. Et vous vendez votre production. Vous voyez que, du coup, si je m'arrête là, le fait d'avoir primé le paysan à cette hauteur... Il fera 2 hectares, 3. Il fera 2 hectares. Ça, c'est dingue. Il va améliorer ses conditions. C'est-à-dire, envoyer l'enfant à l'école, ça ne devient plus un problème. Je ne sais pas si vous réalisez. C'est-à-dire, il n'a pas encore touché son bénéfice. Aller à l'hôpital, ça ne devient plus un problème. Oh, tenez-vous bien. D'où nous vient cette mesure? Entre 2007 et 2008, le ministère de l'Agriculture a obtenu 2,5 milliards de francs pour accorder les subventions à la production du maïs au Cameroun. Nous avons fait une enquête, vous le savez. L'argent a été détourné. Sur les 2,5 milliards, 62% des GIC fictifs ont détourné cet argent. Ça veut dire que le coût de production d'un kilogramme de maïs au ministère de l'Agriculture à cette époque-là, ça s'élevait à 650 francs. Le coût de production d'un kilogramme. Alors que le kilogramme de maïs est vendu sur le marché à 150 francs. Est-ce que vous réalisez? Si on avait dit qu'on donne 250 000 de primes à la production pour chaque paysan qui faisait 1 hectare de maïs, le coût de production du maïs serait revenu à 95 francs. Parce que, quel que soit le cas, puisque la prime se fait à la récolte, vous avez le tonnage du maïs. C'est-à-dire, quel que soit le cas, il n'y a pas moyen de tricher. Ça, c'est important. Lui, Roger, il faut le savoir. Et dans ce que nous proposons, il ne faut pas croire que la prime, ce n'est que pour encourager, c'est pour encourager les travailleurs. Non. Nous avons le devoir de valoriser la valeur travail. Parce que chez nous, les gens ont perdu la notion du travail. Même en milieu rural, les gens ne savent pas travailler. Donc, il est tout à fait normal qu'à travers la prime, que les gens comprennent que c'est bon de travailler. C'est-à-dire qu'ils comprennent que le travail paye. Donc, relever l'importance de la valeur travail constitue pour nous aussi un des objectifs que nous voulons suivre. Je vais plus loin, parce que les primes, c'est important. Si dans un village, on dit que le paysan qui a fait 1 hectare de maïs a 250 000 francs, au moment de la récolte, on veille à ce que tous les paysans qui ont fait 1 hectare bénéficient chacun des 250 000 francs. On vérifie aussi que aucun paysan qui n'a fait les 2 hectares ne bénéficie des 250 000 francs. Et que tout le village le sache. C'est qu'on a commencé à lutter contre la corruption. Et c'est qu'on a commencé à faire en sorte que les populations participent à la lutte contre la corruption. Comme nous avons parlé de la décentralisation, qui doit être totale, ça veut dire qu'au niveau des collectivités locales, on a déjà
on commence à mettre en place un système, ce qu'on appelle le contrôle citoyen. On aura commencé à élever les valeurs dans notre société. C'est important de le dire. Et c'est une mesure qui est cachée dans les primes sous forme de subvention. Juste, allez-y, président, parce que là, ça coule de source. Parce qu'en réalité, quand vous entendez 250 000 francs pour quelqu'un qui a fait 1 hectare de maïs, on sait que les 5 régions ne sont pas au même pied d'égalité. On sait que le maïs pousse dans les 5 régions. Mais il est plus facile de faire pousser le maïs dans la région des hautes altitudes que dans la zone forestière. Or, comme il nous faut encourager la production dans toutes les régions du Cameroun, nous disons ceci. Dans la zone des hautes altitudes, si vous faites 1 hectare de maïs, vous avez 250 000 francs. Mais en zone forestière, si vous faites 1 hectare de maïs, vous avez 350 000. C'est la même production. Mais vous voyez qu'à travers cette méthode, on équilibre aussi le niveau de vie de nos populations. Là où il y a un effort un peu plus élevé, on récompense de manière un peu plus élevée. Ça, c'est un rôle que nous avons à jouer. Et c'est un avantage que nous avons sous forme de, avec les primes, avec les subventions sous forme de primes à la production. Je n'ai pas fini. Juste un petit mot pour dire ceci. Les primes à la production s'appliquent, les subventions sous forme de primes à la production. Ça s'applique à la production, ça s'applique à la commercialisation, ça s'applique à la transformation, et ça s'applique aussi maintenant à l'encadrement. Parce qu'on ne prime pas seulement les producteurs, on prime aussi ceux qui accompagnent les producteurs. Et c'est ce qui m'a fait vous dire tout à l'heure qu'on doit mettre en avant ce que nous avons appelé les bureaux d'expertise composés de Camerounais, avec qui on signe des contrats de performance dans l'accompagnement, et on met en place un système de primes. Tu te vois, vas-y Roger. Alors là, ce qui voudrait tout simplement dire que pour mettre en valeur ces mesures, il faudrait également reformuler l'éducation au niveau fondamental. Il est vrai que vous avez déjà abordé... Non, mais écoutez, puisque nous avons dit que le fait de notre développement, c'est l'agriculture, il est tout à fait normal que nous revoyons les métiers que nous enseignons à nos enfants et que nous revoyons l'éducation au niveau fondamental. Parce que revoir l'éducation au niveau fondamental, c'est quoi? C'est adapter l'éducation aux réalités des besoins de développement de nos sociétés. L'éducation perçue dans la région de la zone sahélienne ne peut plus être la même chose que l'éducation perçue dans la zone des hautes altitudes ou bien dans la zone forestière. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Là, c'est la décentralisation de l'enseignement. Mais les collectivités doivent être fortement impliquées dans ce qui est éducation, ce qui est santé, ce qui est infrastructure, ce qui est orientation du développement de leur région. Et c'est hyper important. Il y a une nécessité que nous revoyons le système éducatif chez nous. Je ne sais pas si vous comprenez. Et en le revoyant, donc, on l'étalonne à notre besoin de développement que je suis en train de définir à l'heure actuelle. Puisque la diplomatie doit être revue dans le sens de valorisation de notre choix de développement à travers l'agriculture. L'éducation, elle aussi, doit prendre ça en compte. Il serait anormal que la chose agricole ne soit pas intégrée dans les écoles à partir de dans l'école dans le cursus scolaire à partir de l'école primaire. Donc il faudrait qu'on apprenne à créer les vocations à partir de ce niveau-là et que nos jeunes grandissent avec des vocations de production, vocations de recherche, vocations de transformation, etc. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Avant d'ouvrir le standard, parce que vous aurez des réponses à apporter aux questions des téléspectateurs, alors ces mesures également peuvent être transposables au Bénin, au Congo, partout. Est-ce que... Essayez de voir, puisque en principe, la réalité camerounaise, c'est la réalité qui peut se trouver partout. Nous avons l'avantage d'avoir 5 zones agroécologiques. On a des pays qui ont 3 zones agroécologiques. Parce qu'il est question de faire en sorte que dans les zones, le développement s'appuie sur la réalité et sur le potentiel naturel de ces zones. On aura des zones où il y a 4 zones agroécologiques. On étalonne tout sur les 4 zones agroécologiques. Vous avez compris ce que j'ai expliqué concernant, par exemple, les subventions sous forme de primes à la production. Vous imaginez, dans toutes les et qui touche plusieurs pays africains. Regardez le cas du fichier des producteurs, le carnet des producteurs. Ce carnet serait utile dans toutes les régions. Quand je prends le cas du Niger, le Niger a 2,5 millions de petits producteurs. Mais imaginez qu'au Niger, chaque petit producteur avait son carnet et on savait ce dont il a besoin pour pouvoir dynamiser sa production. Et on l'accompagnait par rapport à ça. Vous voyez que l'accompagnement sera ciblé, sera facilement à suivre et ce sera forcément plus efficace.
C'est de ça qu'il s'agit. Je pense que c'est adaptable pour beaucoup d'autres pays africains. Voilà, nous allons aller donner la parole aux téléspectateurs pour pouvoir intervenir, vous poser directement des questions pour davantage comprendre ou alors pour apporter des compléments d'information pour davantage faire comprendre. Alors, voilà, on va prendre donc ce téléspectateur qui est au standard. Vous déclinez votre identité et puis vous contribuez. Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui, je suis monsieur Makongo Jean depuis Douala. Oui, monsieur Makongo, vous appelez depuis Douala au Cameroun. Nous vous écoutons. Je voudrais parler un peu à monsieur Zonga. Oui. Je vais parler à monsieur Zonga parce que tout ce qu'il explique là est bien beau. Mais est-ce que monsieur Zonga oublie que les Camerounais sont malades? Et les Camerounais sont malades depuis. Je pense que ce qui devait l'avoir regardé, il est en train d'ignorer ça. Lui, il s'avance. Vous voyez aujourd'hui que au Cameroun, même le simple maïs est cultivé avec les engrais. Moi, je demande à M. Zonga de regarder d'abord, d'arrêter la vente des engrais au Cameroun. C'est-à-dire de couper la vente des engrais au Cameroun. Les Camerounais sont pourris de l'intérieur à cause des engrais. Les pommes de terre, c'est avec les engrais. Les pommes de fruits, avec les engrais. Le manioc même, on cultive aujourd'hui avec les engrais. Comment est-ce que vous pouvez donner tous ces programmes-là? Et on va cultiver avec quoi? Toujours avec les engrais. Monsieur Zonga, arrêtez d'abord l'entrée des engrais dans notre pays. Les Camerounais sont malades. Les Camerounais sont pourris de l'intérieur. Voilà. Merci, M. Makongo, pour laisser le temps à d'autres téléspectateurs pour pouvoir poser la question. Soyons précis et concis. Monsieur Makongo, vous l'avez relevé tout à l'heure, vous avez apporté des éléments de réponse. Monsieur Demba Traoré, vous nous appelez depuis le Mali. Bonsoir et bienvenue. Monsieur Demba Traoré. Bonsoir, Louis Rosé. Bonsoir, Louis Rosé. Bonsoir, monsieur Demba. Bonsoir. Bonsoir, président. Oui, bonsoir. Nous avons entendu les 40 propositions de votre programme présidentiel. Voilà. Nous allons demander à M. Demba. Vous poser la question, nous ne doutons pas de votre compétence, ça c'est sûr. Alors, nous allons revenir à vous, à M. Demba, parce que la qualité d'écoute n'est pas agréable. On va prendre un autre appelant. Bonsoir, vous déclinez votre identité et vous posez votre question. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur le président. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Bonsoir. Et Aïdou, depuis l'Est Cameroun. Très bien. Allez-y Nous d'un trait. avons un problème. Ici, quand vous constatez tout ce qui se passe ici, la plupart des agricultures qui sont subventionnées sont les agriculteurs qu'on amène à l'extérieur, comme le cas de cacao, le café. Malheureusement, quand vous parlez de maïs, le maïs n'est pas subventionné. Quand vous parlez de transformation de cacao, il n'est pas transformé sur place. Voilà, je voudrais demander à ce téléspectateur de ne pas se réécouter Et dans et la d'aller d'un zone de trait. l'extrême nord, il y a le riz qui pouvait être cultivé partout. Nous importons seulement le riz. Voilà, merci à vous. Nous allons prendre M. Tonga, qui nous appelle également du Cameroun. Monsieur Tonga, bonsoir. Non, vous savez très bien que depuis 30 ans que vous prônez toutes ces mesures, si ce gouvernement vous avait écouté, même ne serait-ce qu'à 10%, nous n'aurons pas, on ne serait même pas obligé de nous occuper du pétrole, on laisserait ça gratuit, même de l'or. Rien que l'alimentaire nous aurait donné de quoi
remplir tous nos besoins. Donc, vous avez vous-même sur le plateau régulièrement cité les éléphants blancs, tous ces gros projets qui enterrent l'argent des Camerounais et dont on ne voit pas l'aboutissement. Mais à aucun moment, l'État ne s'est retourné vers vous en vous disant « Voici une situation où nous avons besoin de votre expertise, voici une situation où on a besoin de vos conseils pour éviter d'en créer un éléphant blanc. » Donc, je ne vais pas revenir sur le nerf de la guerre dont je vous ai souvent parlé, c'est à savoir le franc CFA. Toutes les primes dont vous parlez, on voit votre stratégie économique, c'est pour ça que je suis convaincu que ça va marcher. Mais à condition que vous ayez ce lubrifiant-là qu'on appelle la monnaie. Parce que si vous demandez à un agriculteur de produire des hectares comme vous l'avez proposé, et après cette production, la France bloque le déblocage de l'argent, le temps que l'agriculteur attende 1 an ou 2 ans, il va se décourager et il ne va pas faire les 3 hectares que vous espérez. Donc, moi, je reviens, tout en disant que la monnaie est la priorité. La question que je vous pose, Monsieur le Président, c'est de savoir qu'avant de mettre ce plan en exécution, il faut que vous arriviez au pouvoir. Quelle est la stratégie pour arriver au pouvoir, sachant que le système est noyauté partout? Est-ce que vous allez vous réunir avec les autres candidats pour former une opposition crédible que les Camerounais attendent pour sortir de cette situation misérable? Voilà la question que je vous pose, Monsieur le Président. Merci à vous, Monsieur Tonga. Nous allons prendre ce téléspectateur et puis répondre aux questions posées. Monsieur Noumsi Boris nous appelle depuis Douala au Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir à vous. Vous êtes à l'antenne. Bonsoir à vous, c'est Paris. S'il vous plaît, j'ai une préoccupation. Comment se fait-il qu'on garde l'économie, nous jeunes, on ne nous permet pas de nous exprimer sur le terrain? Voilà. Parce que actuellement, moi, je suis un jeune, je suis intéressé dans le truc, mais on ne parvient pas à nous donner la possibilité de faire cela. Voilà, merci. On va répondre donc à ces 5 premières questions. Alors, je voudrais qu'on commence bien évidemment par M. Makongo, qui vous demande de commencer par la santé des Camerounais qui sont déjà pratiquement pourris, entre guillemets, à force de consommer ces produits phytosanitaires qui ne sont même plus en règle. Je pense qu'il a vu juste. Parce que il le dit de manière symbolique, mais pourtant c'est la réalité. C'est-à-dire, se soigner commence par ce qu'on mange. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Bon, il est vrai, quand il parle de santé, il parle de la mauvaise production de ce que nous consommons. Parce qu'il a parlé des engrais. Or, ce qu'il doit comprendre, c'est que dans ce que nous proposons dans les 40 mesures, on est très lucide pour dire ceci. Nous choisissons nous-mêmes notre orientation en matière de production. J'ai entendu d'aucuns parler des OGM. Je pense que vous avez vu comment on a combattu les OGM. Et c'est tout à fait clair que dans l'orientation que le CRAP propose aux Camerounais, tout ce qui vient de l'extérieur et qui n'est pas contrôlé par nous, tant au niveau de la production qu'au niveau de la transformation, devrait être exclu. Pour qu'on puisse adapter l'évolution de notre production à notre propre réalité. Parce que je n'ai pas insisté dessus, je m'excuse. Je n'ai pas prononcé le mot agriculture biologique, c'est-à-dire l'agriculture qui se fait sans engrais et sans produits phytosanitaires, sans produits chimiques, vu de manière globale. C'est un des axes maîtresses du projet du CRAP. Parce que de l'expérience que nous avons, de par la demande sur les marchés nationaux et internationaux, les produits qui sont sains, les produits qui sont produits sans rajout de produits chimiques et autres, sont les produits les plus recherchés à l'heure actuelle. Essayez de voir en Europe. Donc, ce n'est pas le moment où ces produits sont recherchés que nous allons abandonner ces habitudes séculaires. Donc, nous pensons que le choix de l'orientation de notre style de production est capital. Et cela l'est d'autant plus que je n'insiste jamais assez dessus. Quand vous avez 98% de vos producteurs qui sont des petits, c'est-à-dire c'est des gens qui ont moins d'1 hectare, 98% des producteurs au Cameroun, ils n'utilisent pas les engrais. Même les semences améliorées, ils n'utilisent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, nous sommes en train de vouloir engager notre pays vers une direction où nous-mêmes, nous choisissons l'orientation et les étapes d'évolution dans cette orientation. C'est capital.
Et dans les étapes d'évolution dans cette orientation, il y a la production en termes de qualité, il y a le choix des produits et il y a le chemin de transformation. Or, là où le bas blesse et que quelqu'un a su le relever, tant que nous ne le faisons pas maintenant, il y a l'environnement extérieur qui risque de prendre le dessus. Parce que quand vous allez dans les supermarchés à Douala aujourd'hui ou bien à Yaoundé, vous allez trouver que dans ce qu'on offre aux consommateurs, il y a plein de produits qui ne sont pas contrôlés, qui ne sont pas contrôlables. Alors, ça, c'est le mauvais héritage que nous allons recevoir. Et nous mettons l'œil sur ça dès maintenant pour dire ceci. Si nous avons la possibilité d'implémenter notre projet, voici comment nous allons essayer de réduire ces méfaits qu'il y a à la fois sur la manière de produire et sur la qualité des produits qu'on offre à la consommation de nos concitoyens. Je pense que ça, c'est indiscutable. Voilà. Il y a également, M. Demba... Nous restons très, très attentifs pour tout ce qui est la qualité de la production de ce que nous allons offrir à manger aux Camerounais. Et notre principe est tout simple. L'orientation que nous donnons avec les canaux de mesure, elle est simple. Il faut que nous inondons nos marchés de produits de bonne qualité, que les Camerounais mangent à leur faim, et que nous ouvrons maintenant nos frontières à l'exportation des excédents. C'est un choix que nous le faisons de manière forte. Voilà, là, je pense que M. Demba a eu une partie, j'espère, de la réponse à sa question, vu qu'il nous faisait savoir que nous importons le riz, et pourtant on peut cultiver le riz ici, et que les produits qui sont subventionnés sont les produits comme le cacao et le café. Mais nous l'avons toujours décrié. C'est pour ça que nous avons parlé des subventions sous forme de prime à la production. Parce qu'à travers les subventions sous forme de prime à la production, nous choisissons les cultures que nous faisons produire par nos paysans. Et les cultures, c'est en fonction des zones agroécologiques, et c'est aussi en fonction de la demande sur le marché, et c'est aussi en fonction de la qualité des produits que nous voulons offrir à la consommation. Et c'est sur cette base-là que nous mettons les primes sous forme, que nous mettons les subventions sous forme de primes. Pour ce qui est du riz, si nous voulons, et nous avons fait les calculs, lui Roger, si vous me permettez. Allez-y, Président. Alors, nous avons vu ça il y a 2 ans que nous avons fait ces calculs. Je vais y revenir aussi sur nos calculs que nous avons fait il y a 2 ans. Et je profite pour préciser ici. Tout ce que nous proposons, nous avons observé cela pendant 35 ans. Je reviens donc au problème du riz. Il y a 2 ans, le Cameroun importait 575 000 tonnes de riz par an. Il y a 2 ans, l'importation. Pendant qu'on importait 575 000 tonnes de riz, on n'en produisait que 180 tonnes de riz. Alors nous disons ceci. Si on décide que ce soit la production locale qui satisfasse les 575 000 tonnes de riz qu'on importe, ça ne peut pas se faire en 1 an. Nous avons calculé, ça se fera en 30 ans. Et qu'on choisisse. On dit donc ceci. Chaque année, à partir de cette année-ci, nous allons augmenter la production locale de 30 000 tonnes. La production locale. Donc quand vous divisez 540 000 moins 150 000 que nous produisons et vous divisez par 30, vous voyez le nombre d'années qu'il nous faudra pour combler ce gap-là. Si les choses restent en l'état. Maintenant, je vais plus loin. Si nous disons ceci, on va mettre en place un système de subvention sous forme de prime à la production pour la production de 30 000 tonnes. Donc, chaque paysan qui fait 1 hectare de riz doit bénéficier de 950 000 francs de prime à la production. Vous découvrez donc que pour pouvoir produire les 30 000 tonnes de riz, il va falloir débourser 3 milliards de francs pour subventionner la production de 30 000 tonnes de riz. Et comme je vous le dis là, 30 000 tonnes de riz. Si le kilogramme de riz est vendu à 300 francs sur le marché, allez voir chez le boutiquier du quartier. Ça veut dire que pour les 30 000 tonnes de riz, on gagne 9 milliards de francs. Et quand vous réalisez qu'on a subventionné pour 3 milliards, on gagne 9 milliards de francs. C'est une option, c'est un choix qu'il faut faire. Et ce choix est bénéfique. C'est ce que nous proposons. Et c'est ce que nous disons ceci, que tant que nous n'avons pas la maîtrise de l'orientation, du cheminement et des moyens, on ne peut pas faire, on ne peut pas oser. Donc c'est faisable. Même la question posée pour le riz, c'est faisable. Mais il faut programmer cela dans le temps. Il faut être patient, il faut être travailleur. Et sur ces aspects-là, dans les propositions que nous faisons, on ne badine pas là-dessus. Ce n'est pas qu'on va croiser les bras pour que les choses changent seules. Nous devons retrousser nos manches. Mais retrousser nos manches de manière juste, de manière équitable et de manière intelligente. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, je pense que quelque part, vous avez répondu à la question de M. Tonga sur la monnaie, mais il parle également sur cette opposition. Mais non, lui, Roger, est-ce que vous avez... M. Tonga, il m'interpelle chaque fois par rapport à la monnaie.
Je pense qu'il faut que je le dise ici, clair et net, quelle est la position du CRAC et de Bernard Dionga concernant cette monnaie franc CFA. Je dis ceci. À l'intérieur de notre équipe, quand nous réfléchissons, même par rapport au projet que nous proposons, le problème de monnaie, du changement de monnaie, c'est un problème sensible. Nous y adhérons. Mais nous ne l'appliquerons pas de manière irréfléchie. Et mieux encore, nous serons partants que ce soit un problème qui soit traité par un référendum. Je vous le dis ici. Il faudrait, parce que c'est une mesure qui nous permet de prendre un certain nombre de dispositions de rigueur. Nous pensons qu'il faut que chaque Camerounais se prononce sur cette mesure. On fera un référendum sur le problème de franc CFA. Si la majorité des Camerounais demande qu'on change la monnaie, nous changeons. Je pense que cette position aussi est clairement donnée ici à M. Tonga. Il ne faut pas que M. Tonga croie que nous ne connaissons pas le rôle de la monnaie dans tout ce que nous sommes en train de proposer. Nous le connaissons au plus haut chef. Voilà. Vous irez en rang serré ou en rang dispersé. Vous allez vous associer à d'autres formations politiques ou alors vous irez en cavalier solitaire. Là encore, au niveau du CRAC, nous avons une position claire. Il faut que je le prononce ici. Si on doit aller en rang serré par rapport à un projet, nous sommes partants. Avec qui que ce soit, par rapport à un projet. Mais si on doit aller en rang serré par rapport aux personnalités, c'est niet pour ce qui concerne le CRAC. Voilà, il faudrait bien évidemment que dans ce projet, les jeunes puissent avoir la parole. Il y a M. Doubsi Boris qui... Mais non, mais dans les 40 mesures, nous faisons la part belle aux jeunes. Nous sommes allés jusqu'à proposer 15 milliards par région aux jeunes. Mais d'où viennent les 15 milliards? Il faut qu'on en dise un mot. Nous avons fait une étude sur le coût d'un jeune à l'État qui voudrait l'envoyer en milieu rural et faire de lui un entrepreneur rural. Un jeune. Nous avons fait un entrepreneur rural. Un entrepreneur, bien sûr. Nous n'envoyons pas nos jeunes en milieu rural pour qu'ils aillent mourir de faim en milieu rural. Le milieu rural n'est pas un lieu où on se cache pour mourir. Non. Il faudrait que nos jeunes qui vont en milieu rural aillent pour dynamiser non seulement la production, mais pour se faire un projet de société. Il faut qu'on se comprenne très bien. Alors nous disons ceci. Si nous allons envoyer un jeune en milieu rural pour qu'il devienne un entrepreneur rural, le coût que ça demande à l'État, c'est 6 millions de francs par jeune. Bon, c'est clair. Alors nous disons ceci donc. Si chaque année, on affecte 15 milliards par région, il y en a 5, pour faire partir les jeunes en milieu rural, vous allez voir que pour chaque année, bon, déjà pour chaque année, ce que les 5 régions demandent au gouvernement, à l'État, c'est 115 milliards. Mais ce n'est pas beaucoup. Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez entendu ce chiffre-là pour autre chose, moins minable. Donc 75 milliards. Alors pour chaque région, à tout casser, vous avez 2500 jeunes qu'on accompagne en milieu rural pour faire des entrepreneurs. Et s'ils arrivent en milieu rural, ils trouvent sur place le principe de subvention sous forme de prime à la production. Mais attendez. Et dans notre projet, le milieu rural doit être un endroit où il fait beau vivre. Nos jeunes à nous qui vont aller en milieu rural, ils doivent être à même de voir un match de n'importe quel club dans le monde, de voir à la télé dans leur chambre et à côté de leur champ. Si ce n'est pas ça, ce n'est pas le CRAC. Donc dans les 40 mesures, nous intégrons tout ce qui amène les jeunes qui vont aller en milieu rural, c'est dans les 6 millions de francs, à pouvoir se sentir à l'aise, à pouvoir construire une famille, à pouvoir construire leur projet et à pouvoir contribuer au développement de tout le monde à partir de leur propre développement. Donc c'est tout à fait clair là-dessus. Dans les 40 mesures, les jeunes sont en pole position. Il y a une mesure que je n'ai pas abordée parce que tu n'as pas fait allusion à ça, lui, Roger. Peut-être avec ta permission, je peux en dire un mot. Allez-y, Président. Les jeunes de la diaspora. Imaginez qu'on prenne le pouvoir demain. Mais faire rentrer nos jeunes qui sont dans la diaspora devait être l'une des grandes mesures. Surtout ceux qui ont des spécialités dans le domaine de la production. Mais vous imaginez aujourd'hui qu'en Allemagne, il y a 12 000 jeunes, 12 000 Camerounais qui sont diplômés des ingénieurs. Des ingénieurs. Je ne sais pas si vous comprenez le chiffre. Mais nous avons besoin d'eux ici chez nous. Et si on doit les faire rentrer, ce n'est pas qu'ils viennent pour paupériser ici chez nous. Non. On doit créer les conditions qui permettent à ces jeunes de revenir au pays, vivre à la hauteur de leur savoir-faire et vivre à la hauteur de ce qu'on demande pour le développement de la richesse nationale. Et c'est là où vous allez voir qu'en faisant venir ces jeunes, c'est eux qui vont être utilisés dans les bureaux d'expertise que j'ai dit tantôt pour réduire les fonctionnaires. C'est eux. Ils ont un savoir-faire.
Mais c'est eux qui vont être dans les laboratoires que nous prévoyons mettre en place dans les bassins de production. Vous avez vu ce que je... Donc, pour vous dire que, en principe, les jeunes occupent une place. Ce n'est même pas un choix. C'est une obligation. Ça va dans l'ordre des choses. Donc, les jeunes occupent une place centrale dans les 40 mesures et dans le projet que nous proposons aux Camerounais. Voilà, nous allons prendre M. Amadou qui nous appelle depuis Sambelima au Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, papa Afrique Média. Bonsoir, allez si vous êtes à l'antenne. Oui, bonsoir Afrique Média. Bonsoir, monsieur le président Dionga. Oui, bonsoir. Les jeunes Camerounais apprécient vraiment ce que vous développez ici à Afrique Média. Bravo, monsieur le président. Bon, moi, je suis un originaire de la région de l'extrême nord. Ma question, je voulais savoir. Bon, dans la région de l'extrême nord, il y a le problème de la pluie souvent. Donc, je voulais savoir, est-ce que dans votre projet, c'est possible de faire le projet des soignants. Des soignants pendant la saison de recherche, qu'on peut mettre le projet pour aider les jeunes. C'est ça ma question. Merci infiniment à vous, Amadou. Nous allons prendre Zerfel qui nous appelle depuis l'Allemagne. Bonsoir, Zerfel. Zerfel est donc connecté. Bonsoir, Zerfel. Voilà. En attendant que Zerfel se connecte, on peut répondre À Amadou. Voilà. On peut répondre rapidement à Amadou qui, regardant les saisons depuis les saisons sèches, voulait se demander comment faire pour davantage bien cultiver son oignon. Non, je pense qu'Amadou, il doit dormir tranquille. Parce que je l'ai dit d'entrée de jeu, que la région de l'extrême nord, donc ce que j'ai appelé la zone soudano-sahélienne, dans la redivision du Cameroun, en 5 régions, la zone soudano-sahélienne, c'est la zone la plus riche, agronomiquement parlant, au Cameroun. Mais vous ne pouvez pas l'imaginer. Alors, si je peux vous citer les cultures qui poussent naturellement dans ces régions, j'ai cité le riz, j'ai cité l'oignon, j'ai cité le haricot, le mil, le sorgho. Le mil, le sorgho et autres. Je ne sais pas si vous imaginez. Et le maïs aussi qui pousse. Vous voyez, il y a beaucoup de produits qui poussent dans cette région. L'avantage de cette région soudano-sahélienne, c'est que la chaleur aidant, vous avez la plupart des parasites des plantes qui ne vivent pas dans ces régions-là. Ce qui fait que, comme dit Amadou, le problème essentiel, c'est le problème d'eau. Et le problème d'eau, c'est la production en contre-saison. Alors, déjà en temps normal, c'est-à-dire la région soudano-sahélienne, telle que je l'ai définie, en temps normal, a au maximum 3 mois de saison de pluie par an. Et pendant les 3 mois de saison de pluie, si on facilite aux producteurs un certain nombre de facteurs de production, je prends le cas du labour, je ne parle pas de tracteur, non, je parle de la charrue. Si on fait en sorte que 25% des producteurs de l'extrême nord aient une charrue, ils multiplient la production dans cette région-là, tenez-vous bien, par 25. Je dis multiplier la production par 25. Puisque la charrue, je ne sais pas si vous imaginez, je ne parle que de la charrue. Donc on n'a même pas besoin de tracteur. Mais il faut faire en sorte que... Vous me regardez, lui Roger. Je vous dis 2 mots de ça. Un tracteur coûte 22 millions de francs. Au lieu d'envoyer un tracteur dans l'extrême nord, comptez le nombre de charrues qu'on peut donner dans l'extrême nord, le charrue qui coûte 75 000 francs. Comptez le nombre de charrues et le nombre de familles qu'on pousse la production à être multipliée par 25. C'est énorme. Et pourtant, nous avons des tracteurs qui sont abandonnés. Mais bien évidemment. Donc c'est pour vous dire que si on met en place un système d'accompagnement approprié, et c'est pour ça que je tranquillise Amadou, sur les 3 mois de saison de pluie, on obtient le maximum. Ça, c'est d'un. Et maintenant, en contre-saison, comme lui le dit si bien, mais on met les moyens pour trouver l'eau pour pouvoir arroser. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans les bassins de production du riz, dans la Logone, il y a suffisamment d'eau. Vous voyez l'arc d'eau, il y a suffisamment de terre irriguée. Donc il faut créer les conditions pour que le maximum soit obtenu du potentiel naturel qui existe à l'heure actuelle dans ces régions. Et je pense que c'est une région que nous connaissons très bien. Et on sait faire en sorte que ces problèmes soient résolus. Voilà. Nous allons prendre d'autres... voilà. On va poursuivre avec ces réformes. Tout d'abord, vous parliez de la diaspora. Nous n'avons plus encore que 5 minutes avant de mettre un terme à ce programme. Vous parlez tout à l'heure du cas
des jeunes de la diaspora. Il faut dire que, au-delà du fait qu'ils ont l'expertise et que vous souhaitez travailler avec eux, ils peuvent également, mais en temps normal, vous contacter pour davantage être édifiés sur les mesures que vous entendez apporter. Oh, oui, tout à fait, tout à fait. Bon, disons que même la Labo Agri que nous avons créé, Voilà. c'est quelque chose qui nous maintient en contact des jeunes de la diaspora. Et les mesures que je propose pour la diaspora concernant, parmi les 40, c'est des mesures qui sont issues des entretiens, des réussites et des échecs que nous avons eu en travaillant avec les jeunes de la diaspora. Et c'est ça l'avantage du projet du CRAC. Le projet du CRAC, ce n'est pas un ensemble de projets, non. C'est un ensemble de résultantes d'un certain nombre de constats que nous avons vus dans les aspects de développement de notre économie. Donc, nous essayons à chaque fois d'appliquer, de proposer quelque chose en correction aux échecs que nous avons eu à pouvoir subir. Mais pour les jeunes de la diaspora, je vous ai déjà dit 2 mots. Premièrement, il existe une ressource humaine énorme dans la diaspora. Ça, c'est la richesse de notre pays. Il faudrait qu'on trouve moyen de faire en sorte que ces jeunes rentrent, qu'ils vivent bien à la hauteur de leur savoir-faire et à la hauteur de leur contribution au développement de notre économie. Ça, c'est d'un. Maintenant, il y a des jeunes de la diaspora qui aiment la terre. Mais faisons en sorte que cet amour soit fructifié. Mais c'est un avantage énorme, vous ne pouvez pas le savoir. Nous avons lu tout ça à travers la Labo Agri. Donc, quand j'ai parlé de Maïtu, l'aménagement des terrains urbains, il y a plein de jeunes qui aujourd'hui seraient partants pour pouvoir apprendre un terrain de 50 hectares ou bien de 150 hectares aménagés et d'investir dans la production. Il y a beaucoup qui n'attendent que ça. Donc je pense que dans le projet du CRA, on est en train de jalonner le chemin pour que cette richesse de la diaspora puisse nous retourner et puisse participer au développement de l'ensemble. Nous allons sortir donc de ce programme Agripan avec bien évidemment cette exclusivité, ces 40 mesures que vous proposez pour faire décoller le Cameroun à travers l'agriculture en 5 ans seulement. Mais il faudrait également que vous, en tant que président du CRAC, que vous ayez quand même tout autour de vous des personnes aptes, capables, n'est-ce pas, à conduire ce projet avec vous. Vous y avez déjà pensé? Non, mais écoutez, depuis que je vous parle de la diaspora, depuis que je parle de la jeunesse qui est même locale ici. Parce qu'il faut une adhésion. Non, mais bien évidemment. Mais le CRAC, ce n'est pas Ndjonga. Le CRAC, c'est un parti qui a une équipe. Qui a une équipe au niveau de la diaspora, qui a une équipe au niveau local. C'est une institution qui est organisée. Le moment venu, je pense que pour l'heure actuelle, on est en train de sortir. Et le moment venu, vous allez découvrir le potentiel humain que nous avons autour du projet que nous proposons aux Camerounais. Ce qui est important de dire ici, je pense qu'il faudrait que vous le notez, par le passé, nous l'avons toujours dit, nous sommes arrivés en politique par effraction. Par le passé, en tant que société civile, nous proposons des choses aux politiques que eux, ils ne prenaient pas. Nous avons dit, ça, si vous ne prenez pas, ça ne vaut pas la peine de vous continuer à vous proposer. On va essayer d'être là où vous êtes en proposant la même chose, cette fois-ci aux Camerounais. C'est ce que nous sommes en train de faire à l'heure actuelle. Donc, le projet, les 40 mesures, nous les proposons aux Camerounais. Nous leur disons ceci. Voici ce que nous vous proposons, la transformation que nous vous proposons pour le Cameroun en 5 ans, à travers l'agriculture. Ce n'est pas des mots. Voici les mesures que nous comptons prendre pour qu'on puisse atteindre cet objectif. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Et le document que vous avez entre les mains, je pense que d'ici très peu, sera un document qui sera distribué partout au Cameroun. Donc nous souhaitons que chaque Camerounais ait ce document entre ses mains et qu'il y adhère et qu'il comprenne là où on veut aller. Voilà. Nous avons une chance que vous ne voulez pas le dire. Nous sommes dans le domaine agricole. Nous avons des régions du Cameroun où on a 2 campagnes par an. C'est la zone forestière. On a 2 campagnes par an. Ça veut dire que l'engagement que nous prenons, au bout de 2 ans, chaque Camerounais pourra déjà savoir si on est sur la route ou pas. Parce qu'on aura pour certaines régions déjà fait 4 campagnes et pour d'autres 2 campagnes. Voilà. Et des problèmes de tout ordre. Et j'insiste là-dessus. Parce que certaines personnes, par caricature, disent que c'est un projet qui n'est que l'agricole. Mais absolument pas. Vous avez vu que les 40 mesures, ça touche presque tous les domaines. Mais j'insiste pour dire que l'agriculture, c'est le prisme à travers lequel nous observons tous les autres secteurs de notre société. Merci infiniment, Président Bernard Ndjonga du CRAC. CRAC qui veut dire croire au Cameroun, et vous croyez au Cameroun. C'est pour ça que ces 40 mesures ont été donc conçues pour les Camerounais, pour faire décoller le Cameroun par l'agriculture en 5 ans. C'est un projet économique que vous pouvez donc parcourir allègrement en appelant donc les différents numéros que vous connaissez déjà. Madame, Monsieur, c'est ici que nous allons mettre un terme
à ce programme, à cette édition tout à fait spéciale d'Agripan. Madame, Monsieur, ne quittez pas, nos programmes se poursuivent.